Nous sommes à une table ronde proposée par le Parlement des écrivaines francophones en écho et en prolongement de la rencontre qui a eu lieu en avril dernier en collaboration avec le Festival Métropolis Bleue et l'Académie des lettres du Québec. Donc, c'est... Enfin, cette rencontre de l'an dernier a donné lieu à cet ouvrage qui s'appelle « La francophonie au féminin, un espace à inventer ». Donc, c'est une table ronde encore proposée par le Parlement des écrivaines francophones et le Festival Métropolis Bleue, qui s'intitule « Quand les femmes repensent le monde, les utopies au féminin ». Beau programme. Joséphine Bacon dit écrire pour appartenir à l'histoire de celle qui avance. Mais je pense qu'avant d'annoncer la table ronde, on a prévu que chacune lirait un très court extrait de son choix pour nous mettre dans l'ambiance du sujet. Alors voilà, on commence par Yara. Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous lire de tout petits extraits, mon Dieu. Quand les femmes repensent le monde, et j'ai pensé tout de suite à ce poème de Maya Aboul Hayat, qui est une poète palestinienne qui vit à Ramallah. Et le poème s'appelle « Plan ». Je fais parfois des plans pour résoudre les problèmes du monde. Mes plans suppriment la nostalgie dans les histoires, nous font tomber de fatigue d'avoir trop soupiré, mettent des points aux phrases manquantes, sauvent même le soldat du barrage, les enfants qui grandissent en prison, les mères vêtues de robes de patience, les ouvriers suicidés du haut des échafaudages. Je sauve le monde comme l'astucieux héros des contes. Mes plans, que tue le peu d'imagination de ce monde, nous auraient tous sauvés, nous auraient tous sauvés. Voilà pour les utopies. Je tendrai, je vais rester sur ça. Merci. Alors, Laure? Je vais lire un extrait de mon récit en suivant Shimoun. Quand j'ai fait le choix de l'extrait, je ne savais pas qu'un événement allait arriver. C'est samedi dernier que 2 hommes de la communauté Innu d'Equanichit ont sombré dans la rivière en motoneige. On a retrouvé Steven Napish et on cherche encore Gaston Napish à l'heure qu'il est. Et le texte que j'avais choisi, c'était dans le territoire de la famille Napish. Donc je voudrais dédier cette lecture à Steven et Gaston et pour qu'on retrouve Gaston. Vieille femme, ton souffle emplit la forêt. Là où le ciel fend la terre, nous sommes ta descendance. Nutshumit, un vœu qui s'exauce. Je saute du hauteur et m'agenouille dans le tapis buissonnant du lichen. 12 ans que je rêve de poser de nouveau les pieds dans la maison de l'intérieur des terres. J'ai laissé ici ma part la plus éblouie, la conscience de mon corps. Suis-je venu prendre des nouvelles des anciens qui ont rejoint le territoire, des nouvelles du Nord ou encore de moi-même? Comment ignorer qu'un barrage se trame en aval de la rivière romaine qui coule à 2 pas d'ici? Les souvenirs tordent en moi de vieilles branches endolories. On ne revient pas impunément sur les lieux de son bonheur. Le lac Wawak, allongé dans un écrin d'épinettes noires et de mélèzes ambre, est le lac que fréquentait Antoine Napish. Sa fille Carole nous a invités, Noéno et moi, à camper une semaine avec elle et ses frères silencieux. Ils ont allumé le poêle en prévision de notre arrivée. Ils ont tressé les branches de sapin avec le sol, un parfum de miel noir. Les ombres de la tente réveillent les 3 mois passés à quelques coups de pagaie au nord-ouest, à Koukamesit, ce lac immense et accueillant comme le ventre d'une femme. Là-bas, Noéno me faisait croire que le surnom du père de Carole était Massentak. Je l'appelais Mignon à mon insu sur les ondes de la radio Sibi. Carole ravale sa salive, nous rions, mais le cœur n'y est pas. Bien installés avec un thé, nous évoquons les derniers jours de Shimoun et d'Antoine. Ils se sont suivis de près pour s'en aller avec d'autres nomades emmaisonnés de leur génération autour de l'an 2000. Le père de Carole avait souhaité revoir son lac avant qu'il ne soit inondé. On parlait du projet de barrage Churchill Falls 2 à l'époque. Koukamesit et Wawak étaient dans le champ de mire d'Hydro-Québec. Les montagnes allaient devenir des îles.
Antoine souhaitait revoir son territoire. De retour au village, il est tombé malade d'un cancer. Celui de Chimoun avait déjà été dépisté et lui aussi était retourné une dernière fois auprès de son lac avec sa famille. Noueno avait aidé Chimoun, déjà très faible, à embarquer dans son canot. Il était parti seul sur le lac. Un long moment, 1 heure peut-être, il était revenu avec une larme. C'est la terre qui peut nous sauver, et non le contraire. Je fais part à mes amis de la sensation de la présence de leur père dans la tente. Merci. Et Joséphine? Encore poème. Abuchegon pedagot wudenalt. Nte ntatan nepagat. Kasnotegon chmoewemokwan. Obwayak. Nantatwo. Nantueltumoni bihama. Mastawat malueltamwat. Shash tsaganipan. Namaluelma tchatabmoko. La ville fait silence. Assise sur un banc de parc, les bruits se sont tus. J'écoute le bruissement des feuilles d'un vieil érable. Des arbres ont pris un air d'été. Bonheur de vivre avec eux. Merci. Tu veux pas en lire un deuxième? Ah. Ihuesis, Tmasenda Kwan, Tuahegan Tuaban, Miami Namanan, Waskokan Weltam Tuhan Modu, Abokan Weltak Tuhanman, Notamespatas Kamagat. Petite fille, tu es beauté, tes yeux bleuets confrontent la voie lactée, jalouse de ta vie, elle qui n'a pas le sourire de l'univers. Merci beaucoup. Alors, le sujet de cette table ronde qui est proposée par le Parlement des écrivaines francophones et le Festival Métropolis Bleue est quand les femmes repensent le monde, c'est-à-dire les utopies au féminin. Je remercie les participantes, les écrivaines qui ont accepté de participer à cette table ronde, qui sont Joséphine Bacon, Laure Morali et Yara El-Gadban. Alors, Joséphine Bacon dit écrire pour appartenir à l'histoire de celle qui avance. Pour d'autres, pour Annie Ernaux, l'écriture est l'arme même dont elle a besoin et elle dit écrire comme un couteau. Elle précise: écrire est une activité politique, c'est-à-dire qui peut contribuer au dévoilement ou au changement du monde ou au contraire conforter l'ordre social, moral existant. Alors notre table ronde d'aujourd'hui consiste à nous demander comment le récit féminin peut raconter le monde à sa manière, le réconcilier avec ses mémoires et penser ses blessures. Comment cette écriture crée des passerelles entre les cultures et les langues et jusqu'à quel point l'écriture peut-elle changer les imaginaires et refaire le monde, selon l'expression choisie comme thème du récent Festival international de la francophonie qui a eu lieu en France en octobre dernier. Alors, à ce travail qui consiste à revisiter le passé s'ajoute un rêve d'avenir qui se propose d'ouvrir sur les possibles d'une humanité nourrie d'un imaginaire renouvelé. N'avons-nous pas un besoin urgent de ces utopies réalisables pour réparer le monde? Et c'est là le sujet dont nous parlerons aujourd'hui. L'écriture comme, je dirais, rapaillage et invention d'un devenir au féminin. Je remercie les personnes qui présentent dans cette salle et vous aurez la parole en fin de table ronde. Alors, nous allons commencer par entendre le point de vue de Joséphine Bacon. Est-ce que je ne peux pas être la première dans l'utopie du monde? C'est toi la première. Non, je n'aime pas être la première. Tu veux pas être la première? Ah, Joséphine, tu veux pas. Non.
Alors, on va passer, tu seras la deuxième, alors, très bien. Alors, voilà, elle a des exigences, hein, il faut les respecter. Une petite exigence qu'on va respecter. Alors, on va passer à Laure, qui est écrivaine, poète, qui est d'origine bretonne, mais vit à Montréal depuis de nombreuses années, et ses multiples racines et enracinements sont à l'origine de la plupart des projets littéraires qu'elle a menés, comme l'anthologie de correspondance qui s'appelle Parlons-nous, j'ose pas le dire, Aimituto, j'avais peur de mal le prononcer, publié en 2008, qui a permis de favoriser les dialogues entre les cultures, et on pourrait dire que c'est un peu l'origine même de la littérature autochtone en français au Québec, ou en tout cas un des moments importants. Et alors, elle écrit des poèmes qui sont traduits en plusieurs langues, et chacun de ces titres est un voyage dans de nouveaux territoires à explorer. Je nomme quelques titres. Traversée de l'Amérique dans les yeux de papillon, En suivant Chimoun, et aussi des recueils de poèmes, Orange sanguine, Personne seulement, qui est le titre de son dernier poème. Alors, elle va nous dire dans quelle mesure cet apprentissage, cet apprentissage est-il porteur d'avenir et un pas vers de nouveaux parcours ou de nouvelles utopies. Alors, bonjour. Je ne pensais pas commencer, je pensais m'inspirer un peu de ce qui aurait été dit, mais je vais me lancer. Casser la glace, c'est le cas de le dire. L'utopie, c'est marrant, c'est pas le mot qui m'était revenu quand j'avais lu le courriel de Lise. Donc, c'est vrai que quand on pose des actes littéraires comme celui d'Aimitito, Parlons-nous, dont Lise a parlé, c'était en 2007 que j'avais rêvé jumeler des écrivains des Premières Nations et des écrivains québécois, et écrivaines québécoises. Et c'était dans le but de favoriser des circuits de solidarité, de créer des ponts, de briser le silence, parce qu'à l'époque, on entendait très peu les voix des Premières Nations dans les villes comme Montréal, dans les salons de livres, les festivals. Et je me disais qu'en permettant des amitiés de se créer, grâce à la littérature, à ces correspondances, ça allait ouvrir des portes pour les auteurs que je connaissais, moi, dans les communautés, puisque ça faisait depuis 1996 que je fréquentais les communautés Innu, et j'avais de nombreux amis, poètes, conteurs, écrivains, écrivaines, comme par exemple Rita Mestokosho à Ekwanichit, et puis elle me faisait part de pourquoi je suis toujours invitée à l'étranger, puis jamais au Québec. Donc il y a eu ce rêve, et puis j'en ai parlé tout de suite à Rita, mais à Joséphine, qui était ma prof d'Innu. Et elle a dit c'est un rêve, il faut le faire. Donc oui, c'est une utopie qui devient très vite réalité et qui, moi je crois aux petits cailloux qui vont tracer des chemins, et puis c'est dans le futur qu'on saura ce qui va se passer. Mais quand on pense bien à son rêve, il y a des chances que ça ouvre des longs chemins, des longues routes. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, les amitiés se sont créées, les lettres, les gens se connaissaient à peine ou pas du tout. Pendant 9 mois, ils ont écrit. Et ensuite, il y a eu un magnifique rassemblement à Machteliatch en cercle avec l'éditeur, avec tous les écrivains, les écrivaines. Et les amitiés sont nées. Il y a eu d'autres livres chez Mémoire d'Encrier. Joséphine a continué d'écrire de la poésie. Ça, c'était pour le côté, les actes littéraires qui sont peut-être plus importants pour moi dans le sens de créer des changements dans le monde que la propre littérature. Mais la littérature que j'écris, c'est aussi une sorte de vision du monde. Je ne sais pas si je prétends rien changer, simplement je sais que je me laisse plus penser par le monde. Le monde peut penser à travers moi, je m'ouvre pour que les éléments, l'esprit des choses m'habitent et puis puissent s'exprimer à travers moi quand j'écris de la poésie. Donc je ne prétends pas penser le monde, mais je me laisse penser par lui, comme dans cette phrase « c'est la terre qui peut nous sauver et pas le contraire ». C'est-à-dire qu'il y a une grande humilité dans l'acte d'écrire, de se laisser, une grande vulnérabilité aussi, de se laisser imprégner par les éléments, les choses, les gens.
et puis de percevoir les lignes de force et les tremblements du monde. Et on se met au service quelque part. Donc si c'est un petit, là encore c'est un petit caillou, mais c'est de laisser les choses s'exprimer pour peut-être qu'elles soient entendues dans leur fragilité. Par exemple, il y a ce poème que j'ai écrit il y a très longtemps, qui était en 2003 est paru dans le recueil La Terre, cet animal, qui était le premier recueil d'ailleurs de la collection Poésie de mémoire d'Encrier. Et ce poème, c'est La Terre, cet animal, quand elle respire, nous marchons dans son rêve. Donc c'est ça, c'est la croyance qu'une unité est possible et que si le monde se porte bien, il nous portera bien aussi. Donc ça, c'était pour la partie le monde. Penser les blessures, oui aussi. Mais également, j'aime dans mes livres rappeler l'unité, une certaine peut-être utopie d'une unité perdue entre les cultures et les langues. Ça, c'est peut-être lié à mes différentes origines aussi. Et je vais lire juste un petit texte qui va paraître dans le prochain numéro de la revue Apulée, dont le thème c'est humanité justement au pluriel. Ça s'appelle « Habiter les pays dans mon corps ». En Bretagne, sur une presqu'île où la mer révélait chaque jour, en se retirant de nouvelles peintures à explorer, les éléments, le vent, rochers, ressacs, lune, marée, m'ont imprégné et se sont mélangés aux paysages intérieurs portés par mes grands-parents. Quand je pense à l'Aurès, je le vois à travers les yeux de l'enfant que j'étais, lové contre la peau de ma grand-mère. Elle était pour moi cette montagne. Sans avoir jamais foulé la terre aurésienne, j'en ressens la présence dans ma chair. Relié à mes lignées, j'honore mes ancêtres. Celui qui était écrivain public à Tébessa, celle qui se baignait dans les sources chaudes de Rinchla, celui qui peignait l'univers dans un coquillage nacré des côtes du Nord, celle dont les yeux bleus se délavaient en élevant ses enfants seuls à Dinan, pendant que son mari passait sa vie en mer, entre Fréhel et Valparaiso, par le Cap Horn. Celui qui, depuis la guerre, résistait à laisser couler les larmes comme la parole. Celui-ci même qui m'offrait les saveurs de sa terre en pressant le jus des oranges sanguines. Comme me l'a dit un jour le poète Omar Taous à Goulmima, le sang a son message. D'Afrique ou d'Armorique, les poèmes que j'écris en Amérique réinventent mes langues perdues. Il m'est alors possible d'habiter le monde dans mon corps, ses rêves, sa chair. Oui, merci. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques explications de ton dernier titre, Personne seulement, dont on a dit que c'était une façon de repenser le monde avec le cœur. Alors, tu parlais du corps, mais là, c'est aussi repenser avec le cœur. C'est ce qu'on a écrit, je veux dire, il n'y a plus personne, seulement le cœur. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ce titre-là aussi et de ce qu'il représente pour toi? Mais au-delà de nos identités qui nous séparent, qui créent des conflits terribles partout sur la planète en ce moment, et puis depuis longtemps, et on a tous le même cœur, et on pourrait ne devenir personne et apprendre à s'écouter et à vivre ensemble si on faisait abstraction de toutes ces couches d'égoïsme ou d'ego qui nous séparent les uns des autres. Et dans cette démarche qui est un peu spirituelle, on retrouve le même battement de cœur et on accepte d'être personne, c'est-à-dire une personne simplement, pour être ensemble des personnes et se parler, s'écouter. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre cette fois avec Joséphine. J'espère qu'elle va être d'accord pour nous parler. Alors, Joséphine, vous la connaissez, mais je vous rappelle qu'elle est poète, traductrice, documentariste et conférencière, originaire de la communauté Innu de Pessamit, sur la côte nord du Québec.
dans une famille de tradition nomade. Et pensionnaire chez les religieuses de Malio-Ténam dès l'âge de 5 ans, elle devient ensuite assistante de recherche pour les anthropologues Rémi Savard, Sylvie Vincent et José Maillot de l'Université de Montréal. Travaille également comme traductrice-interprète auprès des cinéastes Gilles Carle et Arthur Lamotte. Elle réalise également des films et collabore à des séries télévisées portant sur la culture amérindienne. Un film lui a été consacré, un magnifique film qui s'appelle « Je m'appelle Humain », réalisé par Kim Obensawin en 2020. Et puis, elle a publié plusieurs recueils de poèmes qui lui ont valu des prix. Son dernier titre est, toujours chez Mémoire d'Encrier, son dernier titre est Kao Minuat, j'espère que je le dis bien. Elle occupe désormais le poste d'aînée en résidence pour les premiers peuples à l'Université du Québec à Montréal. Alors, Joséphine, est-ce que je voudrais d'abord te citer ce que tu écris dans Bâton à message. C'est écrit « Je ne me souviens pas toujours d'où je viens dans mon sommeil. Mes rêves me rappellent qui je suis. Jamais mes origines ne me quittent. » Et dans le film qui s'intitule « Je m'appelle humain », tu cites cette phrase « Je vis au présent le passé de mes ancêtres ». Tu dis ça aussi dans un de tes recueils. Alors, j'aimerais savoir quel est le rôle de la mémoire dans ta vie, si tu veux nous en parler. Ouais, quand je dis « je vis au présent le passé de mes ancêtres », c'est que aujourd'hui, tu vois, vous savez, c'est les aînés vraiment qui m'ont donné le véritable sens de ma vie aujourd'hui. À travers tous les récits qu'ils m'ont racontés. Et puis si je vis au présent leur passé, c'est que en vivant au présent leur passé, c'est que leur mémoire continue à vivre. Parce que je raconte ce qu'ils me racontent. Alors, si je raconte ce qu'ils me racontent, alors ils continuent à vivre dans les récits qu'ils m'ont racontés. Et puis, je ne sais pas si ça s'explique bien comme ça, mais on verra. Oui, tu dis aussi, je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Alors, tu as, c'est un projet très, très ambitieux et en même temps périlleux. Ce récit qu'on ne raconte pas, tu t'es donné le mandat de le raconter. Je n'ai pas donné le mandat. Je me suis juste rendu compte qu'on ne racontait pas. Oui. Et puis, de plus en plus, tu sais, il y a des auteurs femmes qui sont sortis des récits qu'on ne raconte pas. Et puis aujourd'hui, on les raconte, on les écoute. Et puis, c'est ça, finalement, ça a aidé de ne pas être raconté pour qu'aujourd'hui, cela devienne un récit qui passera peut-être, qui passera dans les rêves, dans les espoirs. Et on ne veut pas rester qu'un souvenir. Non. Non. Mais tu es passé quand même de ce que tu appelles une parole en voyage, parce que dans les cultures amérindiennes, on laissait des signes et la parole se transmettait de lieu en lieu. Et là, c'est une parole écrite. Est-ce que ça a été un passage difficile? Peux-tu nous parler de ça? Mon Dieu, de passer de la parole à l'écrit. D'une parole en voyage, d'une parole non écrite. Mais tu vois, tu sais, on était au départ un peuple nomade, hein, on marchait, on avançait, puis on allait toujours rejoindre l'animal paparacique, le caribou, qui allait faire en sorte qu'on existe encore aujourd'hui. Donc, comme on est nomade et puis qu'on avance toujours,
en avançant, on continuait le récit, on continuait la parole, et puis la parole voyageait à chaque pas que les aînés touchaient leur nourriture. Quand je pense à nourriture, moi, je vois des pas partout, et puis chaque pas me raconte des paroles. Et le passage au français, comment ça s'est passé? Ben, mon Dieu, le français, ça s'est passé. J'ai appris le français au pensionnat, tranquillement, pas vite. Mais comme j'étais tout le temps avec des Indiens, donc je parlais plus indien que je parlais français. Hein? Je n'avais pas le droit de parler ma langue en classe parce que j'apprenais le français. Je l'apprenais à le lire, à l'écrire et à le parler. Mais aussitôt qu'on sortait de la classe, on reparlait, tu sais, l'Inouïmoun. Et puis ça a duré, je suis restée 14 ans au pensionnat. Après ça, j'ai suivi un cours de secrétariat. Mais là encore, tu sais, j'étais avec d'autres Inuits comme moi qui parlaient des Nouïmoun. Alors, j'avais pas besoin de parler vraiment français. J'en avais besoin quand j'allais suivre mes cours. Et puis, donc, tu sais, le français, je le parlais au besoin. Alors, après ça, ils nous ont envoyés à Ottawa, tu sais, pour faire des bonnes secrétaires. Mais là encore, tu sais, j'étais avec des Inuits comme moi. Là, ils voulaient qu'on apprenne en plus du français, il fallait qu'on apprenne l'anglais. Mais comme il y avait encore plein d'Inuits, alors on parlait Inuit pendant le travail. Jusqu'au moment où je suis arrivée à Montréal, où il y avait, tu sais, il y avait plus d'Inuits. Je suis arrivée seule. Puis, tu sais, alors, tu sais, les autres Indiens que je connaissais, soit ils parlaient anglais ou français. Alors, tranquillement, je me suis habituée à parler le français. Et puis le français m'est vraiment venu avec la transcription et la traduction. Alors, je me suis plus habituée, je répondais plus juste oui, non, ou je ne sais pas. Willy Lamotte, une fois, il m'a dit, est-ce que tu es capable de dire plus que oui et non en français? Et j'ai dit oui. Alors, mais tranquillement, mais je sais que je me rappelle de moi, tu sais, j'étais jeune dans le temps, et puis j'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était parce que les autres, ils maîtrisaient le français, mais tu sais, comme aujourd'hui, quand j'écoute les jeunes auteurs comme Naomi, Natacha, Marianne, tu sais, puis quand je les écoute parler, tu sais, quand je les écoute parler de français, mais j'ai dit, où c'est qu'ils trouvent tous ces mots? Tu sais, parce qu'ils sortent des mots que moi, tu sais, je ne saurais pas comment utiliser. Moi, mon français, il est tout simple, tout comme la poésie que j'écris. Alors, c'est ça. Puis maintenant, je parle français et je baragouine l'anglais. Oui. Oui. Mais comment le choix de la poésie est arrivé à toi parce que tu dis que justement le mot poésie n'existe pas dans ta langue? Mon Dieu, c'est l'or, c'est de la faute à l'or. C'est l'or et son rêve. Ouais, c'est l'or et son rêve qui, elle, on était, je sais pas, on était-tu des grandes chums dans le temps? On apprenait à se connaître, on était aux Derniers Humains, après le cours d'Inou, quand Ouais. on était plus des nouvelles amies. Ouais. Oui. Mais elle, c'est ça, je sais pas, la poésie, c'est son rêve. C'est son rêve qui m'a amené à la poésie avec Amy Tata. Et puis, j'ai continué. Parce qu'on était aux Derniers Humains, puis je lui ai dit, voilà mon rêve. Et elle me dit, oui, il faut le faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Puis là, je lui ai dit, tu vas participer en tant que poète. Elle dit, mais quoi, un poète? Je ne suis pas poète. Et... Tu peux nous rappeler les Derniers Humains? Ah, c'est un café. Ah, d'accord. Ouais. Mais j'aime bien dire qu'on était là. Aux Derniers Humains, c'est très subjectif comme nom de restaurant. C'est quand j'ai dit, tu vas participer, tu m'as dit non, je ne suis pas poète, et après, finalement, tu m'as dit oui. Oui, parce que je l'aime bien.
Alors c'est vrai qu'elle sait bien dire oui des fois. Non, écoute, la poésie, ce que je me souvenais, tu sais, après avoir participé à Amy Tato, tu sais, puis que Laure m'encourageait aussi à continuer. Et puis, pour moi, le plus important, c'était de retourner dans la tradition orale, dans l'oralité des récits des aînés. Et puis, tu sais, puis ça, puis écrire le récit des aînés en peu de mots, tu sais, ça redonnait à ma nation. C'est comme si la tradition orale continuait, mais en peu de mots. Alors, tu vois, ça parle. Tu sais, Laure a été très gentille dans Bâton à message parce que, tu vois, à la fin du recueil, elle a fait un glossaire. Tu sais, tous les mots qui sont en Innu dans le français, ben, ils sont expliqués à la fin du livre. Tandis que, tu vois, puis un jour, avec Wiyesh, que j'ai écrit beaucoup plus en français, Virginie Turcotte m'avait demandé, puis celui-là, là, j'ai écrit d'abord en Innu, en français, puis je me suis rendu compte que ça était beaucoup plus en français parce que j'étais plus dans, tu sais, c'était pas les aînés, j'étais pas dans le ultimate, tu sais, c'était différent, tu sais, le rêve était différent, les mots étaient différents, tu sais, je parlais de Banque Park, de la rue Bélanger. Alors, tu vois, dans Wiyesh, on trouve tu sais, on trouvait beaucoup de mots, et nous, dans le français, de Bâton à message, dans Wiyesh, on trouve des mots français dans l'Innu, parce que un banc de parc en Innu, ça n'existe pas, tu sais, puis c'est ça. Donc, il fallait que je parle de banc de parc. Tu sais, je sais que Yvette l'avait traduit à un moment donné par une longue, longue chaise. Fait que, ben, j'ai dit, j'aime mieux finalement garder banc de parc. Bon, c'est ça tranquillement. Puis la poésie, tu sais, c'est une façon de se guérir aussi. C'est une façon de continuer la tradition orale. C'est une façon tu sais, c'est une façon de te consoler pour les peines que tu peux avoir. Tu sais, un jour, Lucette Lupien, qui est une amie à moi, tu sais, son mari travaillait à l'ONF, tu sais, puis c'était un grand, grand réalisateur, Werner. Et puis elle m'avait écrit, puis c'est plusieurs années plus tard, puis pour m'annoncer la mort de Werner que j'avais rencontré, fait que, tu sais, puis elle avait écrit, elle avait dit, ce soir je suis seule à m'attendre. Donc, tu sais, c'est un vers qui lui convenait, tu sais. Ce que j'écris peut ressembler à la personne qui lit un vers ou par-ci par-là. Un vers peut te toucher parce que ça te convient. Donc, la poésie que j'écris est pour tous et pour toutes. Tu sais, c'est comme, c'est une offrande quelque part, tout comme j'offrirais du tabac à un vieil arbre. C'est très beau, une belle définition de la poésie. Tu dis que, tu dis que l'écriture te permet de guérir, de se soigner, guérir un peu, mais par contre, tu dis aussi, je me bats contre une colère tranquille. Oui, Peux-tu nous parler de ta Ma colère colère, tranquille? mais tu vois, je sais, par exemple, si je lis Natacha, je sais pourquoi elle écrit avec la colère. Parce que moi, j'ai connu Noutman quand elle était encore pure, qu'elle n'était pas gaspillée, elle n'était pas détruite. Je l'ai connue, la terre pure, tu sais, que le Créateur nous avait offert. Tandis qu'à l'âge de Natacha, tu sais, je comprends qu'elle soit en colère quand elle regarde la terre des ancêtres, la terre des anciens, qui est si, tu sais, qu'on a bafoué. Je comprends sa colère,
Moi aussi, j'ai une colère, mais elle est tranquille. Tu sais, Oui. voilà. C'est juste une colère différente. Elle est moins poing en l'air, mettons, moins dans les manifestations, mais elle est quand même dans mon cœur. Quand je, tu sais, quand je retourne, tu sais, ben, quand tu retournes, par exemple, tu passes sur la 117, puis c'est toute une forêt que tu suis tout le long, mais tu sais que derrière ce bordure de forêt, la terre est devenue dénudée parce que tous les arbres ont été tués. C'est ça. Et ton espoir pour demain, c'est, en quelques mots, ce serait La quoi? paix, bien sûr. Paix. Oui, oui. Bon, on pourra revenir à tout ça parce que j'ai l'impression que tu nous ouvres des mondes, mais c'est aussi la même chose de la part de Yara El Gadban, qui est romancière, anthropologue. Elle est aussi musicienne, n'est-ce pas? Et elle est l'autrice de 4 romans aux éditions Mémoire d'Encrier, dont le dernier s'appelle La danse des flamants roses. Je cite d'autres, enfin, ces autres titres sont notamment Je suis Ariel Sharon, et qui lui a justement donné, qui a permis de recevoir le prix de la diversité du Festival Métropolis Bleu en 2019. Et puis, elle a co-signé avec Rodney Saint-Éloi l'essai Les racistes n'ont jamais vu la mer, qui a été finaliste au prix des libraires, etc. Et en fait, la danse des flamants roses, nous sommes en pleine utopie, n'est-ce pas? C'est à l'heure où les dystopies se succèdent dans la littérature, ce roman nous transporte dans un rêve teinté de rose, et puisqu'il s'agit d'une colonie de flamands qui a trouvé refuge auprès d'une 50aine d'êtres humains après l'évaporation de la mer morte. Alors, voilà. Comment en fait, on a dit que que ton livre était entre la dénonciation et l'utopie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce passage ou cette balance entre dénonciation et utopie, puisque tu es en plein dans le projet utopique, et pourquoi as-tu besoin de créer cette utopie? Merci Lise. Alors, j'ai beaucoup pensé à la question quand les femmes repensent le monde, et j'avoue que j'ai beaucoup, je dirais, évolué, ou peut-être ma réflexion s'est beaucoup complexifiée au fur et à mesure que j'écris. Et souvent, quand on est jeune et on est une femme, puis il y a une expression en arabe qui dit Ya ard imtaddi ma hada addi. C'est-à-dire que quand tu commences, tu es jeune, tu dis à la terre, étends-toi parce que tu n'es pas assez grande pour moi. C'est-à-dire on a plein de rêves, on a plein d'ambitions, on a plein d'utopies, et on se rend compte au fur et à mesure que, en fait, être femme, on pense que si les femmes menaient le monde, on n'aurait pas de guerre, on n'aurait pas de conflit, on n'aurait pas de... en fait, toutes ces choses, on n'aurait pas de violence, on n'aurait pas de pauvreté. Et je me suis rendu compte que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense pas qu'on a, comme femme, une vertu plus que les autres par le fait qu'on soit femme. Je pense que le monde, la condition de la femme nous a obligés à regarder le monde autrement, faire un pas de côté, mais je ne suis pas certaine qu'on aurait fait mieux nécessairement. Peut-être l'avantage que nous avons comme femmes, c'est justement de regarder un peu de travers, de bifurquer un petit peu des cheminements qui ont été tracés pour nous. Et il y a toujours un petit élément de révolte. J'aime beaucoup le mot de Joséphine quand elle parle de colère tranquille. Je pense que les femmes portent beaucoup cette colère tranquille. C'est un peu comme un carburant qui fait qu'on avance et puis on est toujours rebelle, mais sans détruire le monde. N'est-ce pas, Joséphine, hein? On ne détruit pas, mais on essaye quand même de changer les choses.
Et donc dans ce roman, La danse des flamants roses, les femmes jouent un rôle quand même très important. Sans le dire, mais la société, elle est quand même menée par deux femmes assez puissantes, puis une autre aussi qui s'appelle Anat, et une qui est une scientifique, et l'autre qui est la gardienne du patrimoine, et puis la jeune qui est la rebelle. Et puis ce sont vraiment ces trois femmes-là qui mènent la société sans jamais se revendiquer chef, sans jamais revendiquer ce statut-là. Elles s'imposent comme ça. Et dans cette utopie-là, je pense qu'une utopie dans la vision des femmes ne peut qu'être une utopie ambivalente, ne peut qu'être une utopie imparfaite. Parce que s'il y a une chose qu'on apprend en tant que femme, c'est justement toutes les failles et toutes les imperfections des humains. Parce que souvent, on est les premières à les subir. Donc, je suis beaucoup plus dans cette réflexion-là. Je regarde l'état du monde aujourd'hui, je regarde la violence du monde et je pense beaucoup aux revendications en disant que voilà, les femmes, en fait, les femmes ont été écartées de l'histoire, mais qu'en fait, les femmes ont écrit l'histoire, c'est juste qu'on n'a pas retenu leur nom. Mais il y a un revers à cette phrase-là, à cette reconnaissance-là, c'est-à-dire que si les femmes ont écrit l'histoire sans qu'elles soient nommées, c'est-à-dire qu'on a aussi une part de responsabilité avec l'état du monde aujourd'hui. Et je pense que c'est ça la question que moi je me pose aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est être femme face à la violence du monde aujourd'hui? Est-ce qu'on ne doit pas aussi se poser une question sur notre rôle dans cette histoire-là, qui est une histoire où le génocide est toujours aujourd'hui accepté? Alors, ce sont ces questions-là que je me suis posées et c'est pourquoi j'ai essayé beaucoup dans La danse des flammes. Les gens ne savent pas, ils disent, est-ce que c'est une utopie, est-ce que c'est une dystopie? Pour moi, c'est une utopie, effectivement, mais c'est une utopie qui est à l'image des êtres humains. C'est-à-dire une utopie imparfaite, qui est toujours une quête, qui est toujours une interrogation, qui doit toujours être repensée et renouvelée. Donc c'était un peu ma réflexion autour de cette question-là. Et voilà, j'ai envie peut-être qu'après ça, on pourra... Oui, mais repenser le monde au féminin, tu verrais ça, tu as un projet, ça ressemblerait à quoi si on repense le monde au féminin? Repenser le monde féminin, mais c'est justement, moi je pense, c'est poser beaucoup plus de questions que d'amener des certitudes. Je pense qu'on souffre de beaucoup de certitudes dans ce monde. Les gens avancent et les gens pensent savoir, les gens pensent avoir les solutions, et je pense qu'il y a trop de gens qui avancent sans se poser des questions. Et s'il y a une chose qu'on est toujours obligé de faire comme femme, c'est de se poser des questions, parce que rien ne nous est donné. Rien n'est acquis pour une femme. Donc, on est toujours obligé de se poser des questions. Donc, je ne peux pas, à vrai dire, pour dire la vérité, je ne peux pas imaginer encore ce monde-là. Parce que, vu l'état des choses aujourd'hui, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. On est encore plutôt dans une espèce de descente. Et non pas, je ne vois pas d'horizon véritablement. Et je ne pense pas que les femmes sont capables de le faire toutes seules, mais ce que les femmes peuvent faire, c'est justement ressortir ces questions-là, les mettre devant et peut-être arrêter un petit peu, demander qu'on s'arrête un petit peu et qu'on réfléchisse avant d'avancer avec nos grandes idées ou nos grandes utopies qui souvent finissent par en fait laisser de côté un grand pan de l'humanité. Laure, comment répondrais-tu à cette question? Repenser le monde au féminin. Quel est ton rêve? Féminin. Je ne sais pas, un peu comme Yara, j'ai pas d'utopie sur la vertu féminine de penser le monde. Peut-être qu'on sait ce que ça veut dire de donner la vie, puis on sait aussi ce que c'est de perdre la vie. Donc peut-être écouter les femmes écouter la terre comme une femme s'écoute en elle-même. Oui, c'est très beau.
Écoutez la terre, je pense que Joséphine va être d'accord avec ça. Et il y a eu dans dans le monde autochtone une grande présence des femmes, et particulièrement dans la littérature. Tu nommais les écrivaines et tout. Alors je pense qu'il y a un rôle particulier des femmes, de celles qui accouchent en marchant, là, que tu décris dans tes poèmes. Comment tu vois le rôle des femmes dans le futur des communautés que tu Moi, connais? j'ai surtout, j'ai beaucoup souvenir de ce que les aînés me racontaient du rôle de la femme au temps des nomades. C'était tout serait mort si ça n'avait pas été d'elle. Par exemple, juste pour citer un récit un aîné qui s'appelait Clément Bellefleur me racontait, il disait qu'en temps de famine, les aînés prenaient leur tambour, bien sûr, pour implorer Papa Rassi qu'il abandonne un de ses fils. Mais tu vois, puis Papa Rassi, souvent, finissait par accepter d'abandonner un de ses enfants, pour qu'on puisse subvenir à nos besoins. Mais pour ça, il fallait aller à la rencontre du caribou. Mais ça faisait peut-être parfois 2, 3 semaines, que les gens n'avaient presque rien mangé. Alors, quand Papa Rassi avait répondu, nous avait répondu qu'il nous abandonnait un de ses enfants pour qu'on survive. Alors, pour donner la femme, pour donner de l'énergie à son mari, lui donner le sein. Et c'est comme ça. Et c'est grâce souvent aux femmes, à leur courage, à leur dignité, que la marche pouvait continuer. Merci. Alors là, peut-être un dernier mot pour une lecture de la fin, un paragraphe, oui. Ben oui, je pourrais vous lire un petit... Là, je ne vais pas le prendre dans La danse des flamants roses, c'est dans mon deuxième roman, Le parfum de Nour. Et je trouve que, en fait, ça résonne peut-être bien avec le sujet. Je suis l'enfant de l'amour et de la guerre. J'ai enfanté le soleil qui réchauffe et qui consume. Quand mon soleil est mort, la cendre était telle qu'elle m'a enterré, oiseau de feu sans étincelle. J'ai cherché la flamme pour renaître, mais elle somnolait dans le ravin de mon âme. Pour mettre à mort la mort, j'ai embrassé les herbes. Pour traverser la barrière, j'ai traversé la fumée. Certains te diront que je me suis suicidée. D'autres ne croiront même pas que j'ai existé. Certains feront de ma fiction un prétexte pour détourner leur conscience de l'horreur et des enfants qui meurent sous les bombes. Dis-leur que je suis aussi réelle que la guerre, aussi vraie que l'amour. Dis-leur que la vie est un poème, il suffit de trouver le sien. Le jour où tu le trouveras, laisse-le t'emporter. Et si jamais les dieux par jalousie te le prennent, écris ton poème toi-même et déploie tes ailes. Laure. Un poème dans Personne seulement, je ne le retrouve pas, mais je vais le dire de mémoire. À l'étoile, le vide rassemble nos lumières, calme le cœur, nous sommes le voyage. Merci. Joséphine. Nino mino, kamuda taknutmet. Ntazawash nuicho, ntay malueltom. Nanogatan ntapatuman. Nanogatan nahiwed. Nuina stuabaten chewan. Nanogatan naman. Nanogatan napatatenuman. Mokpaywan. Nantam ko njido gabon. Mahnegnyabui, totam tsitamodo. Je suis l'humain au pas nomade.
Je parcours mon âme, mon cœur s'excite. Parfois, je raconte, parfois, j'ai faim de tant de choses. Parfois, je pleure, parfois, je me sombre, mais toujours, je redresse mon dos. Un encrier écrit ma mémoire. Merci beaucoup. Alors, je vais terminer cette table ronde en citant une phrase tirée du manifeste de la création du Parlement des écrivaines francophones, et une phrase qui dit « Nous voulons sortir du silence et puisque nous disposons du pouvoir des mots, nous nous arrogeons cette parole collective et ce droit de regard sur une histoire qui continue de se faire sans nous. » Enfin, le Parlement a été créé en 2018 et on a signé collectivement ce manifeste. Et aussi, je vous rappelle que le Parlement a créé un spectacle qui s'intitule « Les femmes qui écrivent sont-elles dangereuses ?» C'est un spectacle qui a été créé en France, mais qui a été joué l'an dernier ici à Montréal et aussi à Bruxelles récemment, le mois dernier. Donc, et on joue vraiment le jeu de l'accusation, etc. Et moi, je suis une des accusées, puis je vais me permettre de citer la dernière phrase de ma déposition qui dit « Le jeu des femmes est un jeu politique, leurs paroles dérangent parce que précisément, elles risquent de déboulonner les statuts et de changer l'imaginaire du monde. » Alors, je remercie les trois personnes qui ont parlé, les trois écrivaines qui étaient là aujourd'hui. Et maintenant, c'est à vous de parler. Vous avez la parole, je crois, pendant un bon 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions, des observations, voilà. Une question pour Madame Bacon. Oui. Vous avez parlé du film Je m'appelle Humain. Est-ce qu'on peut le voir à l'ONF en ligne? Je pense qu'il est en ligne, je crois. C'est pas l'ONF qui l'a tourné. Non, ça a été fait par Terrino. Qui s'appelle aujourd'hui Production Nigan. Ça a été une maison de production d'Indiens, là. C'est un film absolument extraordinaire. Oui, mais je pense qu'il est disponible. Si vous cherchez, je m'appelle Humain, Production Nigan, vous le trouverez. D'autres questions, réflexions? Ben, moi, je peux continuer. Oui, on vous écoute. Parce que moi, les processus d'écriture m'intéressent toujours. Hein. J'écris moi-même de la poésie. Alors, je suis toujours vraiment curieuse de connaître le processus d'écriture des autres. Et le vôtre, Madame Bacon. Le mien? Est-ce que j'ai bien compris, les oreilles un petit peu bouchées, là, mais c'est Laure Morali qui vous a incité, encouragé à écrire dans la création des ponts qui ont été faits. C'est parce que Laure Morali a été visionnaire, je trouve, en mon égard. Elle a vu bien avant moi que je savais écrire. Donc, c'est comme ça que la poésie a pris racine pour vous, là. Voilà. Est-ce que les poèmes te viennent d'abord en français ou en inou? Mais les poèmes, tu sais, si ça parle de nous, tu sais, pour écrire de la poésie sur Noutmut, il faut que ça te, tu sais, parce que Noutmut, c'est Noutmut, tu peux pas l'écrire d'abord en français, parce que c'est en inou que je le vois. Ça, tu sais, puis tu vois, c'est comme dans Wiyesh. Tu sais, une fois, j'attendais l'autobus, tu sais, sur la rue Iberville des Bélangers. Puis là, le poème, il est venu dans ma tête. Parce que, tu sais, parce que je retourne quand même toujours dans le récit des aînés. Alors, j'étais là à attendre l'autobus, puis je regardais le bout de la rue. Tu sais, on fait tout ça quand on attend l'autobus. On regarde le bout de la rue. Tu sais, l'autobus, ça s'approcherait pas. Fait que là, j'ai regardé,
tu sais, le bout de la rue pour voir si l'autobus s'en venait. Alors, tu sais, puis ce que j'ai vu, il n'y avait pas d'autobus, mais j'ai vu que, tu sais, que l'horizon n'existait pas. Alors, tu sais, j'ai revu, tu sais, les aînés, tu sais, surtout des aînés de la rivière Omehipi, parce que quand j'allais là, tu sais, d'été surtout, ils sont souvent assis, tu sais, bien accroupis sur leurs talons, sont là en silence, puis regardent, tu sais, l'horizon de la mer. Et puis, tu sais, puis je les regardais, tu sais, je les dérangeais pas, mais je me demandais toujours qu'est-ce qu'ils pouvaient bien voir. Mais je savais qu'ils regardaient quelque chose. Alors, c'est ce poème qui est venu qui dit rue Bélanger, j'attends l'autobus. Je regarde le bout de la rue, sans horizon. Je ferme les yeux. Je revois les aînés de la rivière de l'Ocre, assis face à la mer. Eux seuls voient ceux qui le regardent. Très beau. Eh bien, merci. Et puis, je voudrais... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, encore une question. Madame Bacon, pourriez-vous nous parler des arbres? Oh mon Dieu, les arbres. Il faut dire que le recueil avait d'abord un nom qui était l'arbre. Qui était Mestock. Oui, c'était le nom original du recueil. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour l'arbre, mais surtout, tu sais, moi, j'avais un père adoptif, tu sais, qui s'appelait Pierre Riche, et puis qui me disait, si tu sais écouter, des arbres te parleront. Alors pour moi, un arbre, tu sais, j'aimerais être solide comme l'arbre et devenir aussi vieux que l'arbre et renaître à chaque printemps. Très beau. Bon, merci beaucoup. Alors, je remercie tout le monde, mais moi, je voudrais terminer avec quelques phrases de Les racistes n'ont jamais vu la mer, de Yara et de Rodney Saint-Éloi, qui disent ceci. J'ai cette conviction, mon cher ami, c'est Yara qui parle, que les livres nous protègent, les livres peuvent sauver, les livres nous transforment et nous grandissent, les livres nous donnent des armes pour refaire le monde et nous défendre contre l'imbécilité, l'ignorance, la méchanceté. Alors, puisque nous sommes dans une librairie, on va terminer là-dessus. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci.